Bonjour, merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de Nord-Sud. Alors bien que l'actualité de l'Arche de Zoé semble le démentir, on peut créer une petite association et faire une œuvre remarquable. C'est le cas de Laurence Ligier. Elle a passé 15 ans aux Philippines à secourir l'enfance victime d'abus. Son association aujourd'hui est très reconnue dans le pays et pourtant elle a tout affronté, la misère, la corruption, voire même les tueurs à gages. Une aventure hors du commun qu'elle vient nous raconter à l'occasion de la sortie de son livre Princesse des rues, 15 ans au secours de l'enfance aux Philippines. C'est en deuxième partie de cette émission, mais d'abord on s'intéresse à vous et à vos aspirations. À la recherche d'un emploi déjà en poste, vous êtes très nombreux en effet à vous poser des questions sur le sens de votre vie professionnelle. À titre d'exemple, vous êtes 70% d'étudiants à déclarer vouloir intégrer des critères éthiques dans votre futur métier. Autre exemple, pour les cadres en poste, vous seriez plus de 60% à regretter que vos convictions soient occasionnellement, voire souvent, mises à mal par votre entreprise. Alors, comment accorder sa profession avec ses engagements personnels? Peut-on trouver un métier qui permette de gagner sa vie tout en s'inscrivant dans un développement durable, respectueux de ses planète et plus solidaire des hommes qui y vivent au nord comme au sud? Eh bien, c'est la question qui nous intéresse aujourd'hui. Nous allons essayer de vous donner quelques pistes de réflexion avec trois invités. Elisabeth Laville, d'abord. Bonjour Elisabeth. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes fondatrice de l'agence Utopie. C'est un très joli nom. C'est une agence conseil qu'on pourrait décrire comme pionnière dans le domaine du développement durable. Vous avez façonné un métier en accord avec vos aspirations. Et c'est à l'attention de tous les gens, en fait, qui veulent faire un peu comme vous, que vous avez écrit un très bon livre, Un métier pour la planète, je le présente à la caméra, Un métier pour la planète et surtout pour moi. Vous allez donner quelques pistes intéressantes pour tous ces gens qui cherchent un sens dans leur vie, Sylvain, dans leur profession, mais aussi dans leur vie, parce que ça va de pair. Sylvain Lambert, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes associé fondateur d'ailleurs, responsable du département développement durable chez PricewaterhouseCoopers. Alors c'est un cabinet de conseil, bon pour les gens qui connaissent un peu moins, c'est un cabinet de conseil qui est quand même très, très réputé. Vous avez un département qui compte aujourd'hui 40 personnes. À l'origine, pourtant, vous n'étiez que 2. Vous allez raconter comment vous avez fait preuve d'esprit pionnier dans un domaine où il y avait très peu de monde en 92. À l'époque, vous êtes lancé sur ce terrain. Et puis troisième invité, Jean-Pierre Blanc. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Alors vous êtes directeur des Cafés Malongo. Vous êtes un torréfacteur assez florissant, je crois qu'on peut vous décrire comme ça. En 92, à la suite d'une rencontre déterminante, vous allez vous tourner vers le commerce équitable alors qu'il est totalement inconnu à l'époque. Vous nous raconterez pourquoi vous avez franchi le cap, comment déjà en poste on peut réorienter sa vie professionnelle et en l'occurrence même une partie de son entreprise pour être en accord avec ses convictions. Voilà, pour commencer cette émission, Jean-Pierre, je vais vous poser la première question. Des gens en quête de sens, d'un métier qui servent les hommes et leur planète. Il y en a beaucoup, on parle beaucoup de développement durable. Qu'est-ce qu'on entend par développement durable? Est-ce que c'est juste de l'écologie? Ça vient bien au-delà. Disons, dans une entreprise, le développement durable, ça concerne l'ensemble des aspects d'entreprise. Pour notre société Malongo, on est torréfacteur, on est leader du commerce équitable. C'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est au niveau production, par exemple. On travaille sur l'éco-conception, on travaille sur le recyclage des déchets. Et donc, c'est l'ensemble des paramètres de l'entreprise qui permettent de tenir compte de la dégradation environnementale à laquelle nous participons. Et donc, nous faisons tout pour remettre en ordre les critères de développement durable pour l'entreprise et pour le monde qui nous entoure. Alors, oui, Elisabeth, juste une question, parce que là, on parle d'environnement. Ça va au-delà, c'est aussi, on est dans une émission qui s'appelle Nord-Sud, quand on parle de développement durable, c'est aussi s'intéresser aux disparités de richesse et essayer de combler les fossés, ça s'inscrit aussi dans une données sociales importantes. En théorie, vous avez les fameux 3 piliers du développement durable, l'environnement dont Jean-Pierre a parlé, mais aussi effectivement le social, le sociétal, et puis même l'économique, au sens où on a tendance à penser habituellement que les entreprises l'économique, elles connaissent parce qu'elles font des profits, mais il n'y a pas que ça. Dans le volet économique du développement durable, il y a aussi la création de richesse pour d'autres, pas seulement pour l'entreprise elle-même, mais pour ses fournisseurs, les communautés dans lesquelles elle est implantée, etc., etc. Donc en théorie, c'est prendre des décisions en prenant en compte l'impact possible de ces décisions sur l'ensemble de ces 3 dimensions, sur l'environnement, sur les personnes et sur les aspects donc plus économiques. Juste l'écologie, ça va bien au-delà. Exactement. Alors, le développement durable, le sujet plus que jamais d'actualité. Les entreprises s'y mettent-elles réellement? Patricia Reverdy est allée mener l'enquête sur le terrain. Je vous propose un petit sujet et puis vous nous donnerez vos réactions en seconde partie.
La révolution durable est enclenchée dans le monde de l'entreprise. Plus qu'un effet de mode, c'est une réelle prise de conscience qui frappe aujourd'hui tous les secteurs économiques. Question environnementale surtout, mais aussi sociale, avec le respect des droits de l'homme. Les entreprises s'interrogent sur leur rôle, au-delà de celui de faire du chiffre. Aujourd'hui, on constate deux choses. On constate que toutes les parties prenantes de l'entreprise, à commencer par ses salariés, qui sont notre partie prenante numéro 1, attendent de l'entreprise qu'elle ait un comportement responsable dans tous ces domaines du développement durable. La deuxième chose, c'est que nous, on a la conviction que les modèles de développement durable sont en fait des modèles économiques performants. Il ne faut pas y penser comme un coût, il faut y penser comme un business model performant et il faut y penser comme une source d'opportunités extraordinaire pour l'entreprise. L'actualité participe à la prise de conscience des entreprises, mais certaines ont inscrit cette politique dès la création de leur activité. Sur le marché du textile, de l'agroalimentaire ou des cosmétiques, il existe des entreprises pionnières comme The Body Shop qui a intégré depuis le début de son activité des valeurs éthiques et de commerce équitable. Parallèlement, de grands groupes internationaux comme L'Oréal créent des pôles pour réfléchir sur le rôle de l'entreprise dans cette dynamique. Une implication forte. La première ambition de L'Oréal, c'est bien évidemment d'être une entreprise qui est une entreprise qui réussit économiquement. Ça, c'est le premier pilier du développement durable. Pour qu'il y ait du développement, il faut qu'il y ait de la croissance. La deuxième ambition de L'Oréal, c'est d'être Great Place to Work, un endroit où les gens ont bonheur à travailler. Et la troisième ambition de L'Oréal, c'est d'être une entreprise citoyenne exemplaire. Donc, il n'y a pas de différence de fond entre la stratégie de développement durable et la stratégie de l'entreprise. Inclure la problématique du développement durable dans le business plan des entreprises est une démarche volontaire compliquée. Mais elles sont de plus en plus nombreuses à franchir ce pas. Plus qu'une ligne de communication externe, le développement durable doit être surtout une prise de conscience interne et être incluse dans la politique qualité de l'entreprise. Sylvain Lambert, qu'est-ce que vous en pensez de ce reportage qui est assez enthousiasmant? Est-ce que c'est du cosmétique quand même ou c'est une vraie lame de fond, cette question de développement durable? Je pense à tous ces jeunes justement qui cherchent un métier avec du sens. Est-ce que les entreprises se mettent vraiment au développement durable ou... Comme le disait Elisabeth tout à l'heure, et comme vous l'avez dit, nous sommes là depuis 93. Ouais. Donc ça veut dire que depuis 93, nous travaillons pour des entreprises. Mais ce que l'on peut observer très clairement, c'est qu'il y a eu un tournant au début des années 2000. Et qu'aujourd'hui, on est réellement dans la prise de conscience. Je dirais que la question de la prise de conscience du sérieux du sujet est faite ou quasi faite. La question se pose sur la mise en action réelle et concrète. Mais la prise de conscience est bien réelle. Vous êtes aussi optimiste, Jean-Pierre Blanc, parce que quand même on se dit, c'est vrai qu'on parle de développement durable, en même temps on est quand même dans une logique d'hyper-profitabilité à court terme qui semble assez en contradiction. Est-ce que... On est à l'opposé en économique, c'est-à-dire entre le court terme qui doit être extrêmement rentable et le long terme dans lequel on doit tenir compte des partenaires extérieurs. Donc moi, je ne serais pas aussi optimiste. Par contre, je pense qu'il y a une chose qui est importante pour les jeunes qui nous écoutent, c'est que le développement durable le commerce équitable était un peu une exception jusqu'à ces dernières années. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut changer de système, c'est-à-dire il faut l'intégrer complètement dans la stratégie de développement. C'est-à-dire une entreprise ne peut pas fonctionner si dans tous les sens du terme et dans tous les services et jusqu'au plus petit personnel travaillant dans l'entreprise, il n'y a pas cette notion de développement durable, d'éthique et de commerce équitable. C'est-à-dire qu'on change un petit peu d'un côté peut-être quelque chose qui était un petit peu une passion ou un côté un petit peu plus, pas folklorique, mais un petit peu plus personnel, à quelque chose qui doit être aujourd'hui intégré complètement et les entreprises ne peuvent pas s'en passer. Vous avez cette impression-là, Elisabeth Laville, c'est pas juste du changement cosmétique, quelques actions qu'on va faire comme ça, c'est tous les process de l'entreprise qu'on est en train de repenser aujourd'hui? C'est ça l'enjeu, en tout cas. Alors c'est vrai que dans le reportage, on voit Body Shop, donc, qui est, à mon sens, encore aujourd'hui un exemple qui est ultra en avance sur ce que font la plupart des entreprises, au sens où justement c'était dans l'ensemble des process, des produits, etc. Ce que je crois, c'est qu'on est quand même en train, comme disait Sylvain, d'assister à une espèce de deuxième accélération du sujet. Et pour moi, le fait le plus marquant, et ça change quelque chose en termes de perspective d'emploi notamment, c'est qu'on est en train de passer d'une démarche qui était cantonnée au
pratiques corporate, donc aux pratiques industrielles, etc. Oui, ce qui se passe dans les usines, ce qui se passe dans les bureaux, etc. Et l'aspect managérial, vraiment de la démarche, donc qui est invisible pour le grand public, qui est pas visible dans les produits, etc. Et qui est orienté sur la prévention des risques d'image, de réputation, etc. Pour pas dire qu'on fait travailler des enfants, qu'on a des sous-traitants qu'on a une usine qui a déversé des polluants. Donc d'une démarche qui était cantonnée à ces aspects-là très institutionnels, à une démarche qui vit dans les produits, qui va commencer à vivre dans l'offre des entreprises. Et à partir du moment où ça vit dans l'offre, ça veut dire que tous les postes potentiellement dans l'entreprise sont concernés, c'est-à-dire les gens du marketing, les gens de la production, les gens des achats, etc., etc. C'est-à-dire que potentiellement pour tous ces téléspectateurs qui ont envie d'avoir un peu plus de sens dans leur profession, vous pensez que c'est des domaines qui sont amenés à se développer, où il y avoir plus de métiers, où il y avoir plus de... alors concrètement, ça veut dire deux choses. Ça veut dire que le besoin de gens qui sont experts en développement durable, si tant est qu'on peut être expert en tout en développement durable, moi je dirais des spécialistes du sujet, lui continue de se développer et s'accélère. Mais d'autre part, c'est que dans les métiers traditionnels, quand on se forme à être acheteur, à être directeur financier, à être comptable, vont rentrer des dimensions de développement durable parce qu'il va falloir intégrer ces questions-là dans tous les métiers de l'entreprise. Et aujourd'hui, nous le voyons de façon très concrète. Notre clientèle qui était cantonnée aux directions générales ou aux directions du développement durable, aujourd'hui se trouve être des directions de la communication, des RH, du marketing, de la production, de la R&D. Ça veut donc dire que peu à peu, il y a une propagation. C'est qu'il y a de plus en plus de postes, on va peut-être pouvoir trouver du sens et un véritable engagement. Oui, il y a de plus en plus de postes. Le volume total de postes, maintenant, reste un peu à creuser, mais la courbe d'ouverture de postes est franchement croissante. Allez, comment faire pour inscrire son métier dans une perspective de développement durable ? Eh bien, c'est le sujet de cette émission. Alors, si les entreprises s'y mettent, les salariés et jeunes diplômés seraient de plus en plus nombreux à vouloir œuvrer dans le domaine. Patricia Reverdy est allée à la rencontre des étudiants. Il serait plus de 70% d'étudiants à vouloir intégrer des critères éthiques dans leur recherche d'emploi. Faire coïncider métiers et valeurs personnelles, certains s'y prennent très tôt et suivent une année d'études spécialisées en fin de cursus, comme ces élèves du master Management Développement Durable de l'école HEC. Mais le développement durable, qu'est-ce que c'est pour eux ? L'idée, c'est pas faire un maximum de bénéfices, mais justement d'avoir un bénéfice à côté qui n'est pas nécessairement comptable et qui permet d'améliorer les conditions de vie, par exemple, de tout ce qui entoure l'entreprise. Un métier qui a du sens, c'est un métier qui nous apporte un objectif final et en même temps qui nous permet d'accomplir quelque chose chaque jour. Et c'est peut-être là toute la difficulté aujourd'hui. Mais souvent, pour les jeunes diplômés comme pour les salariés en poste, faute d'informations, trouver un emploi qui corresponde à ses valeurs relève du parcours du combattant. Et pourtant, le développement durable est en plein essor. Selon la sensibilité de chacun, environnementale ou sociale, les débouchés seraient nombreux et appelés à se développer. Non, je pense qu'il est un peu déçu. Les débouchés, c'est d'une part tous les métiers de l'entreprise, que ce soit la recherche-développement, les achats, le marketing, etc. Parce que toutes les fonctions de l'entreprise, finalement, sont impactées ou ont à être impactées par le développement durable. Pour s'orienter vers un métier qui a du sens ou en forger à sa mesure, plusieurs possibilités. D'abord, il y a bien sûr les formations spécialisées dans le développement durable, toujours plus nombreuses à être dispensées à l'université ou dans les écoles. Reste que ces formations doivent être regardées comme un cursus complémentaire à un autre enseignement. Le développement durable, c'est quelque chose de très large, très transverse, et donc c'est important de le rajouter à une compétence première. Après, il y a d'autres formations, il y a de multiples formations dans les universités en France, etc. Je conseillerais de faire une formation assez opérationnelle, pas trop théorique, et avec des stages en entreprise à la clé. Autre possibilité, développer cette problématique dans son métier. De nombreuses fonctions comme la recherche, les achats ou la logistique sont appelées à se développer dans ce sens. Vous recevez beaucoup de CV de jeunes. Est-ce que vous sentez un intérêt croissant aussi des jeunes pour ces questions-là ? Alors très nettement, on reçoit sur une année, les 2 dernières années, 750 à 800 CV par an pour entrer chez nous, dont plus de la moitié sont issus de jeunes diplômés, c'est-à-dire sortant juste de l'école. Et c'est dans l'absolu 800 CV, ça ne nous dit pas grand-chose, par exemple, par rapport aux autres départements qui sont dans l'audit financier, l'économie, c'est-à-dire que vous en recevez plus ? Les grosses activités du cabinet qui sont dans l'audit financier, elles sont plutôt dans une logique de trouver des candidats, alors que nous, les gens viennent nous trouver directement. Donc je dirais que c'est vraiment la logique inverse, on n'a vraiment aucun problème de recrutement, on a plus un problème de choix.
D'accord. Elisabeth Laville, il y a plus de candidats que de postes aujourd'hui. Chez Utopie, c'est sûr. Chez Utopie, c'est sûr. Jean-Pierre, c'est la même chose. Chez vous, il y a plus de... C'est la même chose. C'est beaucoup de candidatures spontanées. Par contre, moi, je crois qu'il faut faire attention. C'est-à-dire là, on est en train de penser qu'il faille créer que des métiers de développement durable. Moi, je dirais plutôt qu'il faudrait que, dans tous les cursus, les étudiants aient 2 demi-cerveaux. Un demi-cerveau pour faire leur métier traditionnel et l'autre demi-cerveau pour faire... C'est-à-dire chacun doit faire du développement durable et du commerce équitable. Ça ne doit pas être un spécialiste particulièrement. Bien sûr, il faut qu'il y ait quelqu'un à la tête de l'entreprise ou dans les différents services qui puisse piloter tout ça, mais il faut que chaque personne de l'entreprise soit imprégnée du système si on veut le faire changer. Sinon, ça restera un vœu pieux et puis quelques rapports de développement durable en fin d'année pour les entreprises. Donc je pense qu'il faut maintenant que tout le monde rentre dans ce schéma-là, du plus haut jusqu'au plus bas d'échelle. Ouais, ne pas se cantonner au Conseil dans le développement durable. Il y a quand même des entreprises pionnières qui proposent de plus en plus de... Parce que vous en citez beaucoup dans votre livre remarquable, hein, on encourage à acheter parce qu'il y a beaucoup de bonnes pistes. Il y a quand même beaucoup d'entreprises pionnières hein, que vous citez qui se développent. Les entreprises pionnières, elles se développent, mais juste comme leur nom l'indique, elles sont pionnières et pas très très importantes. Et alors la bonne nouvelle pour les entreprises, c'est oui. le cas d'entreprises comme Malongo, qui du coup attirent beaucoup plus sur des boîtes qui sont pas énormes, c'est pas des multinationales super connues qui font de la com dans les écoles de commerce, d'ingénieurs, etc. Du coup, pour les entreprises plus petites ou moyennes, c'est une vraie s'engager sur le développement durable, c'est une vraie opportunité d'attirer les jeunes. Par contre, ça c'est sûr. Et de recruter. Et de recruter. Mais je rejoins ce que disait Jean-Pierre. Il va y avoir plein de métiers qui auront un peu de développement durable ou beaucoup de développement durable dedans et qui ne seront pas des métiers estampillés responsable développement durable. Alors justement, qu'est-ce que vous dites vous, parce que je sais que comme Sylvain Lambert, vous croulez sous les CV. Qu'est-ce que c'est peut-être les mêmes et c'est peut-être ce sont peut-être aussi eux qui écrivent chez Jean-Pierre et vous faussez les statistiques, j'en sais rien. Qu'est-ce que vous racontez? Qu'est-ce que vous dites à une jeune vous parlez de reconversion éthique, alors j'aime bien ce terme-là, quelqu'un en poste qui vient vous voir et qui vous dit bon ça va, j'en ai marre de vendre du shampoing, j'ai envie de faire autre chose, je voudrais aller bosser dans une ONG, je voudrais faire du développement durable, vous leur dites non, il n'y a pas assez de postes, qu'est-ce que vous leur conseillez, Elisabeth? Sur la reconversion, ce qui est rigolo, c'est qu'en général, il y a une espèce de crise de sens. Les gens arrivent à un moment et puis ils se disent non mais c'est pas possible que je continue dans ce boulot-là, dans cette boîte-là, dans cette activité-là, qui a aucun sens, à part gagner de l'argent pour moi, en faire gagner à l'entreprise, ça va où bon. Mais elle est réelle cette crise de sens, puisque si on dit qu'aujourd'hui il y a 70% des étudiants qui veulent des critères éthiques. Non, mais c'est pas du tout. Et puis individuel, ça c'est les statistiques. Et après, pour chacun, au moment où il la traverse, c'est un vrai problème. Enfin bon. Et alors, ce qui est rigolo, c'est qu'en général, ils se disent bon bah du coup, il faut que je change de boîte. Donc s'ils sont dans des grands groupes internationaux, ils disent je rejette, je vais aller bosser dans une ONG pour prendre un cabinet de conseil en développement durable, etc. Et puis ils essaient, puis ils se rendent compte qu'ils sont pas les seuls. Évidemment que du coup, c'est quand même difficile, comme on disait, parce que nous, on est pareil, hein, on doit avoir 100 CV par mois et on recrute peut-être 2 ou 3 personnes par an, un peu plus, mais voilà. Et du coup, moi, ceux avec qui j'ai eu l'occasion de parler, je leur disais, mais attends, t'es dans cette boîte depuis 10-15 ans, les gens t'aiment bien, t'as été promu, etc. C'est inévitablement, cette entreprise-là, à un moment, elle va s'intéresser au développement durable. Donc, c'est peut-être plus malin de faire savoir que tu t'intéresses au sujet, pendant ce temps, de prendre en main ta culture sur le sujet, d'organiser, j'en sais rien, à l'heure du déj, des conférences, etc., pour tes collègues. Il faut faire du lobbying en interne, c'est ce que vous dites. Et moi, j'ai 2 cas. Il faut se faire connaître. On a 2 cas dans le livre dont on a fait les portraits cette année dans la 2e édition, qui n'étaient pas dans la première, et en fait, qui ont changé de voie dans leur boîte, après, entre guillemets, la lecture du premier. Eh ben, un garçon qui était chez BNP Paribas Assurance, où il était au marketing, ça faisait 15 ans qu'il était là, il a d'abord dit je vais partir, puis il s'est rendu compte qu'il trouvait pas de boulot, donc il s'est dit je vais essayer plutôt de faire du lobbying interne pour dire moi le développement durable ça m'intéresse, on devrait faire des choses, etc. Ça a duré 1 an, puis un jour, au début on lui a dit non, désolé, il n'y a pas de poste, il a rencontré tous les gens possibles, et au bout d'1 an on lui a dit finalement on crée un poste, est-ce que ça vous intéresse? Il l'a pris, et une fille pareil chez Unilever, elle a d'abord essayé au marketing, au trade marketing je crois, d'abord essayé de trouver ailleurs, elle n'a pas trouvé, du coup elle est revenue après son congé parental, elle a commencé à organiser des conférences, à dire moi ça m'intéresse, je vais me payer une formation en cours du soir, etc. Ou sur mes vacances à titre perso. L'entreprise a dit oui, nous on te la paye pas parce que ça nous intéresse pas. Et puis ça a changé super vite. Ils lui ont payé la formation et ils l'ont nommé responsable scientifique et développement durable, je crois. D'accord. Il faut être pionnier. Quand on vous regarde tous les deux en 92, personne n'était dans le développement durable. Vous avez été un des fondateurs, vous avez initié ce pôle-là. On a l'impression qu'il faut être proactif, en tout cas dans l'entreprise, pas hésiter. Il faut être créatif. Jean-Pierre, je voudrais que vous nous racontiez un peu aussi votre expérience parce qu'elle est significative quand même. Vous êtes directeur, je rappelle, des Cafés Malongo. C'est une entreprise florissante. Ça marchait pas mal, ça s'est créé entre 2 guerres. En 92, il y a plus de 15 ans, vous allez opérer un virage éthique, je vais dire, à 90 degrés. Vous redirigez votre entreprise
entreprises dans le domaine du commerce équitable. À une époque, il faut reconnaître, où on n'en parlait pas du tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous dites, ce qui m'a fait changer finalement, c'est une rencontre. Mais c'est une rencontre et je crois que c'est là où ça devient intéressant, c'est que finalement, l'humain reprend toute son importance. Je voyageais beaucoup dans les pays producteurs à la recherche de café de qualité et je suis tombé sur une coopérative par hasard qui était au Mexique où là il y avait toute une culture autour du commerce équitable puisque cette coopérative a initié le label Max Havelaar, donc c'est la coopérative d'Oussiri et là alors on est sous les terres du commandant Marcos, c'est très particulier. Non, juste à côté un peu à côté. Un petit peu à côté, mais là justement on a choisi une autre voie, c'est non pas la révolution par les armes mais la révolution économique pour changer le système, c'est-à-dire réunir des paysans pour vendre un produit de qualité dans les pays du Nord à un prix supérieur à celui du marché. Et là j'ai rencontré, mais c'est vraiment un hasard, j'ai rencontré donc bien sûr le père Francesco Vanderhoff qui a été le... Est-ce que c'est quand même un peu le fondateur, c'est un des piliers du commerce équitable? Le théoricien du commerce équitable dans sa version moderne, puisque le commerce équitable existait avant. Et surtout, j'ai rencontré des Indiens qui étaient des gens absolument extraordinaires, passionnés par leur travail, très attachés à leur terre, la tierra madre, et c'est vraiment donner un sens à partir du produit qu'ils fabriquaient. Et là, je suis tombé vraiment dans des conditions très pauvres, puisqu'ils sont extrêmement pauvres, à partager le repas avec eux, à échanger et je me suis dit, ce qu'ils font, c'est absolument extraordinaire. Je ne peux pas en rester là. Et voilà. Et donc, j'ai commencé à acheter leurs produits. Et puis, ensuite... Comment ça s'est passé dans l'entreprise? Parce que vous rentrez de votre voyage, tout pénétré de cette expérience et de ce père Vanderhoff, qui est quand même qui est un homme assez impressionnant. J'ai eu l'occasion de le rencontrer. Oui. Comment ça se passe? On rentre à Nice et on dit tout d'un coup, comment ça a été ressenti? On dit, c'est génial. J'ai trouvé un café extraordinaire. Je vais faire du commerce équitable. Comment ça a été pris, ça? Et là, bien sûr, que le changement... gêne beaucoup de personnes, c'est-à-dire que quand on est dans son mode de travail, c'est difficile d'apporter des idées nouvelles, donc il faut convaincre. Donc j'essaie de convaincre. J'y suis arrivé puisque à partir des années 97, donc on a vraiment mis l'accélérateur, on a communiqué sur les produits, on a créé des produits avec le label et ça a été non pas une bataille, mais disons j'ai essayé de convaincre chaque personne du bien fondé de ma démarche. Et c'est vrai que c'est difficile parce qu'il faut être soi-même passionné. Si vous n'êtes pas passionné et que vous croyez pas que ce que vous faites est bien, eh ben vous pouvez pas faire passer le message. Et je crois que j'ai pu le faire passer à la fois auprès de mes équipes, parce que si mes équipes n'y croyaient pas, c'était mort, et surtout auprès de mes clients, la grande distribution, je veux dire, les grandes enseignes sont de suite, après avoir discuté... Ça veut dire quoi si on revient sur nos salariés, c'est qui veulent changer ou qui se retrouvent dans des entreprises dites classiques par opposition à des entreprises pionnières, ça veut dire qu'il faut véritablement faire preuve d'esprit de persuasion. Qu'est-ce que vous donnez comme conseil, Elisabeth? D'une certaine façon, c'est pas spécifique au commerce équitable. Le fait que pour être bien dans son boulot, ni au commerce équitable, ni au développement durable, le fait que pour être bien dans son boulot, il faut avoir l'impression d'en être plutôt acteur plutôt que victime, qu'on participe à faire ce qui devient et ce qui est. Sauf que vous êtes quand même dans un champ, on est quand même dans un champ pionnier. Vous dites que tout est amené à se développer, les process vont changer, sauf qu'à un moment, il faut les initier. Et ça veut dire que si on veut travailler dans ce domaine-là, il faut vraiment faire preuve d'esprit de persuasion. Je pense qu'il faut déjà prendre en main sa culture sur le sujet. C'est-à-dire que si vous êtes dans une entreprise qui n'est pas déjà là-dedans, vous n'avez pas de formation professionnelle là-dessus, donc il faut prendre en main sa culture et à partir de là, ça va donner des nouvelles idées pour faire autrement du marketing, des achats, des RH, etc. Et après, ça dépend évidemment de la marge de manœuvre que laisse l'entreprise. C'est important la notion de rencontre parce que Jean-Pierre Blanc parlait de sa rencontre avec le père Vanderhoff qui avait été quand même assez fondamentale. C'est important, il faut rencontrer des gens. Nous, on le conseille beaucoup pour une simple raison, c'est un choix difficile en fait. Quand vous annoncez à votre entourage, si vous sortez d'une grande école ou si d'une formation quelconque que l'entourage a contribué à payer en général, enfin les parents au moins, si vous avez un job en or et que vous décidez soudain de changer pour aller travailler dans l'humanitaire, l'entourage n'est pas toujours rassuré par la décision. Donc on va avoir des trucs genre mais attention, est-ce que tu es sûr, est-ce que c'est le bon choix, est-ce que ceci, cela. Et pour se conforter dans le choix, si vous sentez que c'est ce que vous voulez faire, le mieux, et de toute façon pour savoir quelle est la réalité de ce nouveau boulot que vous voulez, c'est bien d'aller rencontrer des gens qui sont déjà là, de ce côté-là, qui sont déjà dans le commerce équitable, dans le développement durable. Sylvain Lambert, vous les recevez, les jeunes qui viennent vous voir, vous essayez de leur donner conseil. Elisabeth, elle s'en débarrasse, ils sont en riant, mais en écrivant son livre. Est-ce que c'est un domaine, est-ce que les gens peuvent aller vous voir, vous appeler? Est-ce qu'il y a quand même un... Sincèrement, oui. Il est vrai que ce livre
renvoie aussi des gens, puisque j'y suis, qui viennent nous questionner. Mais au-delà du recrutement, on rencontre beaucoup de gens, parce qu'on pense aussi que quand on est impliqué dans ce métier-là, il faut être aussi ouvert aux autres. Et on rencontre, je dirais pas qu'on rencontre toutes les 800 personnes qui nous envoient des CV, c'est impossible, mais on rencontre beaucoup de gens dans une optique pas du tout de recrutement, mais d'échange avec eux pour leur dire, ben voilà, travailler dans le développement durable, il y a des tas de pistes, il y a des tas d'options. Quels sont pour vous les secteurs un peu porteurs, justement ? Alors il y a des métiers et des secteurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on disait que le développement durable se propage dans toutes les fonctions de l'entreprise peu à peu, je vois des fonctions comme les fonctions achats, comme les fonctions de communication aujourd'hui, comme les fonctions évidemment RH, qui sont des fonctions intéressantes. Donc ça veut dire qu'il faut être compétent sur ces sujets avant d'être compétent en développement durable, et donc se rajouter une expertise en matière de développement durable. C'est double formation, c'est ce qu'on disait dans le reportage, il faut mieux avoir les deux cordes à son arc. C'est double formation ou formation plus culture. Comme le disait Elisabeth, je dirais c'est pas forcément être un expert technique, parce que le développement durable couvre des tas de domaines, mais c'est avoir une culture et une philosophie et une approche en matière de développement durable pour regarder au travers de cette culture son métier de façon différente. Elisabeth Laville, vous consacrez tout un chapitre, libérez-vous de l'obsession du salaire. Bon, d'accord, ça veut dire que si on veut travailler dans ce domaine-là, on a moins de chances de bien gagner sa vie. C'est moins vrai, ça l'a été pas mal, hein. Ça l'a été clairement chez nous, ça l'était, hein. C'était une vraie problématique. Donc, mais ça l'est de moins en moins, justement parce qu'on dit il y a des boulots classiques, donc vous êtes chef de produit, directeur marketing, chef de groupe, je ne sais quoi, acheteur. Bien sûr. On peut espérer avoir un métier avec du sens sans forcément renier avec mais évidemment. Et de toute façon, Jean-Pierre Blanc, dans votre entreprise, c'est le cas. Je veux dire, nos salariés, sont rémunérés de la même façon que dans une autre entreprise. Et au contraire, ils ont quelque chose de plus, c'est ce rapport à l'humain, ce rapport au sens que l'on peut donner et la direction que l'on donne par rapport aux produits que l'on fabrique. Donc c'est ça qui est important. Mais par contre, au niveau du salaire, on est dans la moyenne nationale. Vous êtes dans la moyenne nationale. Ah oui, complètement. Donc c'est pas forcément. Si vous deviez donner, il nous reste 3 minutes d'émission, chacun réfléchissez bien. Un conseil, oui ça y est, concentrez-vous. Un conseil pour quelqu'un qui est soit déjà en poste et qui se dit, bon ça y est, j'ai envie de changer, soit un jeune diplômé. Si vous aviez un conseil clé à lui donner. Rencontrer des vrais gens qui travaillent sur le sujet. Parce qu'aujourd'hui, on a énormément c'est ce qui est une chance d'ailleurs par rapport à il y a 10 ans, énormément d'informations, de livres, de sites internet, de conférences, mais rien ne remplace le fait de pouvoir rencontrer des vrais gens. Et dans ce secteur-là, je trouve que les gens, même à des postes clés ou importants, sont accessibles. Alors évidemment, pas toujours dans la minute, mais dans les semaines qui suivent, les gens arrivent à être accessibles. Des directeurs de développement durable de grandes entreprises, des experts, des chefs d'entreprise. Vous êtes des gens formidables, parce que non seulement vous œuvrez pour la planète, vous œuvrez pour... Et en plus, vous êtes disponible. Mais c'est peut-être révélateur. Il y a peut-être justement un lien entre les deux, parce que vous êtes un peu plus tourné vers l'humain. En tous les cas, que ce soit chez nous, mais je dirais dans ce secteur, je pense que ce soit chez Elisabeth, peut-être on est relativement facilement accessible. Comme je vous l'ai dit, pas à la minute, mais on arrive toujours quand on sent une vraie demande, et pas un opportunisme ou quelque chose, mais une vraie demande de quelqu'un qui a une fibre, une passion chez lui, on arrive à le rencontrer, à discuter. Donc le meilleur conseil, c'est faire un effort pour arriver à rencontrer les vrais gens qui travaillent dans ce domaine-là. Pour rencontrer les vrais gens, vous dites aussi quelque chose d'intéressant dans votre livre, Elisabeth, il faut aussi essayer de débusquer les vraies entreprises, ou en tout cas celles qui sont dedans. Vous donnez quelques conseils, est-ce que vous pouvez nous en rappeler? Comment on reconnaît une entreprise? Comment on peut essayer de voir, valider si une entreprise fait du développement durable cosmétique ou si elle est vraiment investie? Il y a des solutions simples qu'on donne dans le bouquin, c'est de regarder si elles sont dans les indices boursiers, développement durable, etc. Si on prend un peu sa culture en main, au bout d'un moment, on repère, il y a des entreprises qui ont signé le Global Compact, c'est des codes de conduite volontaires des Nations Unies. Il y a des listes d'entreprises un peu censées être un peu plus engagées que les autres. Donc déjà, si une entreprise est là-dedans, systématiquement, c'est un indice. D'accord. Il nous reste, je le disais, maintenant plus qu'une minute. Si vous avez un conseil à donner à quelqu'un qui soit un jeune diplômé, soit qui est en reconversion éthique et qui a envie de trouver prendre sa culture en main, vraiment sa culture sur le sujet, il faut la prendre en main, aller dans les conférences, aller rencontrer les gens, faire du bénévolat, j'en sais rien, chez Greenpeace, ils ont des programmes qui ciblent les entreprises sur des sujets précis, Greenpeace, WWF, même sur des sujets sociaux, solidarité, aller faire, vraiment se mettre en situation déjà, et pas attendre, de manière à être porteur d'un projet et d'une offre quand on va chercher du boulot, plutôt que juste d'être dans le monde, parce que déjà en demande, il y en a plein. Parce qu'on sait pas vraiment ce qu'on veut. Jean-Pierre Blanc, dernier mot, le dernier mot de la fin sera pour vous. Moi, je dirais aux jeunes, il est urgent de changer le monde et il faut que vous le changiez à l'intérieur de ce que vous faites aujourd'hui. C'est-à-dire tous les jours, vous devez faire en sorte de travailler pour modifier le comportement de votre entreprise, votre comportement personnel, pour tenir compte de ces paramètres qui doivent être impérativement changés dans les plus brefs délais. Donc, à l'intérieur de votre travail, faites-le avec passion et découvrez et faites partager aux autres votre passion pour
le commerce équitable, pour le développement durable et pour changer un petit peu la vie, pour que justement l'humain retrouve un peu sa place dans cette société qui est un peu artificielle, un petit peu basée sur la consommation, sur l'accumulation de l'avoir, au lieu de se porter vers l'être, qui est vraiment la partie la plus intéressante, l'échange. Et si on arrive à faire passer ce message, je pense qu'on pourra tous ensemble changer le monde grâce au développement durable et au commerce équitable. Quelle belle profession. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus sur le plateau. Je vous rappelle le livre d'Elisabeth Laville. Évidemment, on n'a pas pu tout aborder dans l'émission. C'est une mine de bonnes idées, de conseils. C'est un métier pour la planète et surtout pour moi. C'est aux éditions Village Mondial. Voilà, c'est la 2e édition. Et en plus, puisqu'on parlait des valeurs d'exemple, c'est riche d'exemples étonnants de reconversion et de gens, finalement, je crois, qui sont assez satisfaits de... Vous n'avez jamais regretté votre choix, Elisabeth? Moi, personnellement, jamais de la vie. Ouais. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus sur le plateau. Vous restez avec nous, une petite page de pub. Et puis, on se retrouve avec Solidarité étudiante et nos étudiants qui partent en mission. Cette semaine, il est question de Mauritanie et de tourisme, un sujet brûlant d'actualité. À tout de suite. Besoin d'une réserve d'argent pour financer un coup dur ou un coup de cœur? Chez Disponis, vous pouvez emprunter jusqu'à 4 500 € sans justifier vos achats. On vous dit oui ou non tout de suite et vous recevez l'argent rapidement. Appelez vite le 3213 et dites crédit. Pendant 2 mois, le TEG est à 0% et vous ne payez pas de mensualité. Découvrez chaque semaine avec Le Monde la sélection des enregistrements Deutsche Grammophon. Les plus grands compositeurs par les meilleurs interprètes. Cette semaine, offre exceptionnelle, les 2 CD livrés de Bach pour le prix d'un. Tous les concertos brandebourgeois par Reinhard Goebel, 4,95 € seulement. Dès demain avec Le Monde, chez votre marchand de journaux. Nouveau Honda CR-V, le SUV réinventé. Modèle élégant suréquipé à partir de 28 550 €. À découvrir aux portes ouvertes Honda les 19 et 20 janvier. Vous ne nous voyez peut-être pas, mais Veolia Environnement, ce sont 300 000 personnes qui gèrent l'eau, l'énergie, les transports et la propreté. Veolia, l'environnement est un défi industriel. Le camembert de la semaine dernière, il va être costaud. Alors sachez, jeune fille, que grâce à son emballage micro-aéré, le nouveau camembert cloche saveur président se conserve parfaitement, sans odeur forte et garde son bon goût des premiers jours. Nouveau camembert cloche saveur président. On n'est pas bien là. Président, bien manger, c'est le début du bonheur. Vous avez envie de vous engager sur le terrain et de faire œuvre utile, vous cherchez des idées. Chaque semaine, nous vous faisons découvrir une nouvelle mission sélectionnée pour son originalité, mais aussi pour sa qualité, par nos partenaires de la Guilde du Raid. Et cette semaine, c'est Maxime qui rentre de Mauritanie, où il a mis en place avec son association un projet de tourisme solidaire. Alors évidemment, une Mauritanie sous les feux de l'actualité après l'assassinat de 4 touristes. On en parle avec lui, c'est tout de suite après le jingle. Maxime Robin, bonjour. Vous êtes étudiant ingénieur. Alors depuis plus d'un an, votre association qui s'appelle Estacade, qui vient de Estacade, je crois que c'est le nom de votre école, travaille à la mise en place d'un séjour de tourisme solidaire. Alors c'est au sein de 3 petits villages du sud mauritanien. On va voir une très jolie carte. Une Mauritanie qui est quand même sous les feux de l'actualité, non? Suite à l'assassinat des 4 touristes, ça remet en cause votre projet, ça ou pas? Alors non, ça remet pas en cause directement dans le sens où le projet est encore en cours d'élaboration, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore envoyé de touristes. Ça le remet pas en cause non plus dans le sens où on attend pour l'instant une conclusion d'enquête qui devrait être délivrée par le Quai d'Orsay.
Donc je pense que ça sert à rien de tirer des conclusions trop hâtives sur est-ce que ou pas c'est dangereux. Enfin, c'est déconseillé, pour l'instant, d'accord, c'est déconseillé, mais pour l'instant ça reste quand même un événement isolé. On ne sait pas vraiment s'il y a un lien direct entre ce qui s'est passé, les menaces terroristes sur le Paris-Dakar, Al-Qaïda, tout ça. Je pense qu'il y a aussi un amalgame qui est fait un petit peu, ça sème la terreur, tout ça, Al-Qaïda, les pays du Maghreb. Les gens ont tendance vraiment à paniquer, donc je pense qu'il faut prendre un petit peu de recul et voir aussi ce qu'il y a eu par exemple en Égypte il y a quelques années, où là il y a eu vraiment quelque chose de très grave qui s'est passé dans un temple à Luxor. Il y a eu aussi quelque chose au Maroc il n'y a pas très longtemps. Bon, après, il faut arriver à faire la part des choses entre vraiment une menace généralisée dans le pays et vraiment un événement isolé, un petit risque. Alors, vous, ce qui est intéressant, c'est ce projet a été initié à la demande d'une association locale, donc ça a été décidé en Mauritanie. C'est une association qui venait de se créer, ils sont venus vous voir. L'idée du projet, c'était quoi ? Alors, l'idée du projet, c'était de permettre à des villages reculés, très isolé, très isolé, ouais, vraiment enclavé. Photos, mais on est vraiment un peu au milieu de nulle part. Ah ouais, il n'y a pas de route. C'est vraiment des villages qui sont isolés, qui sont dans le besoin puisqu'ils sont isolés et délaissés par le gouvernement, par les investissements locaux. Donc l'idée c'était de permettre à ces villages finalement d'autofinancer leurs projets de développement. Donc pour un village c'est un puits, un autre village ça peut être un dispensaire. Alors ce qui est intéressant c'est ça, ce sont des projets qui sont portés par le village lui-même. C'est ça. Donc on a choisi volontairement, donc grâce à notre partenaire local qui s'appelle ProTour, donc comme vous disiez, qui est une association qui s'est créée donc en partenariat avec nous pour créer ce circuit de tourisme. Ouais. Et on a donc déterminé des villages qui avaient des réels besoins et qui en même temps étaient structurés autour d'un projet communautaire. Vraiment, cette notion communautaire était très importante. Ça veut dire qu'on ne cherchait pas un gros village avec des tensions entre familles, des choses comme ça. Dans ces régions-là, ça peut vraiment mettre tout un projet par terre. Là, on cherchait vraiment des communautés assez soudées autour d'un projet. C'est un vrai défi quand même, parce que c'est une région, on l'a dit, hein, on est au milieu de nulle part. C'est quand même une région où il n'y a pas de touristes. Il y a du tourisme dans le nord de la Mauritanie, beaucoup moins dans le sud. Comment vous avez fait ? Parce qu'il faut convaincre ces communautés, même si elles sont porteuses d'un projet, de leur dire de se mettre au tourisme. C'est un défi, je dirais d'abord dans un premier temps parce que, comme vous disiez, donc il n'y a rien encore qui a été fait réellement dans cette région. Donc ça veut dire qu'on est un petit peu la première pierre et quelque part ça peut être un danger. Ça veut dire que le moindre petite erreur, la moindre petite chose peut être un élément positif comme un élément déstabilisateur. Ouais. Donc en quelque sorte on n'a pas droit à l'erreur parce qu'on est les premiers à passer par là et que justement notre objectif à nous c'est de positionner l'optique de ce projet dans une démarche de développement durable. Et Vous arrivez à faire comprendre, par exemple, aux Mauritaniens, parce qu'ils n'ont jamais reçu de touristes, ils comprennent que eux, ils pouvaient être intéressés que les gens pouvaient être intéressés d'aller à leur rencontre. Ça c'est un gros travail qui est à faire en amont, qui passe par une sensibilisation. Donc ça veut dire il faut expliquer aux gens effectivement les intérêts, les enjeux de ce type de tourisme, et puis également l'intérêt d'un touriste occidental, parce que nous on a une idée de tourisme qui n'est pas forcément la même que celle qu'ils ont là-bas. C'est-à-dire, eux, ils voient le tourisme par les médias, donc ils voient le tourisme de masse, ils voient les grands hôtels, les charters de touristes, les cars, etc. etc. Ouais. Et le plus dur, c'est de leur communiquer une idée de tourisme qui est un petit peu différente que celle qu'ils connaissent finalement. Tourisme responsable, qui est un tourisme responsable, voilà, et qui met en valeur l'échange culturel, c'est-à-dire le séjour dans les communautés, et le fait que la seule chose qu'ils ont à faire, c'est juste de vivre comme ils vivent tous les jours. Sauf que cette fois-ci, ils partagent la vie avec des Européens. Qu'est-ce que vous allez proposer justement aux touristes qui vont... Alors, vous avez déjà envoyé des cobayes. Bientôt, il y aura des touristes, peut-être d'ici un an. Qu'est-ce que vous proposez si nous, on part dans ce petit village mauritanien, finalement ? Qu'est-ce qu'on peut découvrir ? Pourquoi ça va être si différent ? Alors, il y a plusieurs aspects. Le premier aspect, ça serait d'abord vraiment une rencontre qui occasionne un échange culturel assez important, dans le sens où il y a presque un choc culturel dans les deux sens. C'est-à-dire que vous arrivez de Paris ou je ne sais pas quelle ville européenne et vous vous retrouvez vraiment dans un endroit où, pour la plupart, certains villages n'ont jamais vu de blanc, ou en tout cas les petits-enfants, ils n'ont pas la télé, ils n'ont pas tous les moyens de communication qu'on a. Mais pourtant, ils vivent vraiment, ils ont développé une sorte de système social qui est vraiment intéressant à voir et qui est intéressant à partager également. Donc je dirais, premier aspect, c'est d'abord, vous allez vivre dans des communautés, donc c'est 3 villages, donc vous pouvez séjourner 2-3 jours dans ces villages, participer à la vie des populations. On se prend un peu notre réalité parce que j'imagine que c'est pas le même rythme de temps, c'est pas on est en pirogue, on est en... Voilà, alors après on essaie de privilégier des moyens de déplacement entre les différents villages qui sont des moyens traditionnels. Ouais. Là vous voyez sur une photo, je sais pas si elle est... Ah, voilà, d'accord. Donc par exemple la charrette. Donc là, tout d'un coup, on prend quand même énormément de recul par rapport à sa vie française. Donc c'est ça, ça occasionne également une grande leçon de vie et puis également des réflexions. Après, je sais quand on revient en France après ce voyage,
on remet beaucoup de choses en question, on relativise beaucoup de choses, de problèmes de la vie de tous les jours, des petits stress, des choses sur lesquelles avant... On participe vraiment à la vie communautaire, au veillées... C'est l'objectif. L'objectif, c'est ça, c'est une participation à la vie communautaire, ça veut dire... Il y a eu des moments forts comme ça, Par exemple, vous le disiez à l'instant, les veillées de compte. On assiste vraiment à une scène de vie, c'est-à-dire que comme ils n'ont pas la télé, ils n'ont pas tous les moyens de communication qu'on a, leurs traditions se transmettent essentiellement par des voies orales et par donc des sortes de cérémonies. C'est pas vraiment des cérémonies, mais ils se réunissent. C'est des contes le soir après la journée de travail. Et on a le droit d'y assister. On a le droit d'y assister, oui, bien sûr, parce que c'est pas uniquement... Mais vous avez des traducteurs ? Alors nous, justement, dans le cadre de ce circuit touristique, sachant que dans beaucoup de villages, il y a très peu, suivant la saison de l'année où on y va, il n'y a pas beaucoup de personnes qui parlent français. Donc l'idée, c'est ça, c'est d'arriver à traduire ces contes ou ces petites fables, de les mettre dans un petit bouquin, de manière à ce que vous, arrivez sur place, même si vous ne comprenez pas directement, vous savez de quoi ça parle et vous arrivez un petit peu à interpréter. Il nous reste 30 secondes. Quand est-ce que vous pensez commercialiser ce séjour ? Vous avez trouvé un distributeur ? Alors on est en cours, donc justement on est en train de gérer ça avec un voyagiste. Ouais. Donc l'idée c'est d'élaborer ce circuit jusqu'à ce qu'il soit vraiment ficelé parfaitement. Et après nous on envisage donc de mettre ce circuit dans un catalogue de voyages solidaires pour la fin d'année 2008. Si tout va bien, je dirais, d'année 2008. Une politique, quoi, bien sûr. D'accord. Allez, on va rappeler le site de votre association qui apparaît à l'écran. Merci beaucoup d'être venu avec nous voir. Merci beaucoup pour cette belle initiative. Et alors, rendez-vous à la fin de l'année. Allez passer, on espère que la Mauritanie sera plus calme. On pourra peut-être aller passer un joli Noël en Mauritanie avec une jolie veillée de compte. Voilà. Merci beaucoup, Maxime. Je vous en prie. Allez, troisième partie de notre émission. On reçoit Laurence Ligier, une femme d'exception qui a monté une très belle association aux Philippines. C'est tout de suite. Laurence Ligier, bonjour, merci d'être avec nous. Ça fait, voilà, vous venez de sortir un livre qui s'appelle Princesse des rues, 15 ans au secours de l'enfance philippine. Ça fait déjà 15 ans, vous êtes déjà venu sur ce plateau il y a, je crois que ça fait 1 an. Votre engagement, il s'est dessiné très tôt, je crois que vous étiez à peine âgé de 18 ans. Vous êtes parti comme bénévole durant 2 étés, c'était en pleine jungle philippine. Vous êtes parti soutenir les communautés rurales. Et puis, il y a un jour, une jeune Philippine qui vous a proposé de vous engager sur une mission de scolarisation dans un bidonville à Iloao. Ça, c'était où ? Ilo. Je suis désolée, ma prononciation philippine n'est pas au point. C'est la 5e ville des Philippines. C'est la 5e ville des Philippines. C'est une mission longue. C'est au bout du monde, dans un bidonville. Vous avez 20 ans. Vous rentrez en France. Et là, qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai changé ma vie, on dira, et je ne pensais pas m'engager pendant 15 ans, mais c'est vrai que cette mission en bidonville, au cœur même d'un problème fort qui est les enfants dans la rue, les enfants prostitués, les enfants abusés. Et quand j'ai vécu ça pendant 1 an avec eux, bon, c'est sûr qu'on ne revient pas en France comme on est parti. Et quand on commence à s'engager, eh bien voilà, ça peut durer des années. Ouais, vous avez commencé à mettre un petit doigt. Alors c'est étonnant parce que vous le dites, hein, vous choisissez de vivre au cœur des familles dans le bidonville. Quand on lit votre livre, qui se lit quasiment comme un roman, enfin c'est une belle œuvre de vie, ça se lit quasiment comme un roman. Vous nous faites toucher la réalité du doigt d'un bidonville, enfin de ce qu'est une vie dans un bidonville. Vous avez perdu 12 kilos quand même dans l'exercice au cours de cette première année. Comment ça se passait ? Qu'est-ce qui était le plus gros défi ? Évidemment, quand j'ai vécu dans cette famille, puisqu'on m'a placée dans une famille d'accueil philippine très pauvre, j'ai vécu comme eux, parce que bon, même si j'avais un petit peu plus de sous qu'eux, je ne suis pas allée le soir acheter la nourriture dans les supermarchés. Voilà. Donc quand on vit en bidonville, on mange du riz, du poisson séché, ou rien, ou une fois par jour. Enfin bon, bref, c'est difficile dans des conditions d'hygiène difficile aussi, vraiment précaire. Et bon, l'anecdote, c'est oui, j'ai perdu 12 kilos, mais bon, parce que voilà, il n'y a rien à manger et qu'on vit pauvrement. C'est quand même impressionnant parce que vous avez pris, je ne sais pas si vous y avez mis un point d'honneur, mais vous racontez dans ce livre, on vous voit, vous dormez, vous êtes 5 ou 6 à partager le même lit.
Oui, mais je l'ai fait, c'est pas par envie. Vivre un an comme ça, vivre par terre, dans un placard, comme je dis, parce que je tenais en largeur, heureusement, mais pas en longueur, dans ma petite chambre, ou avec eux, parce qu'il n'y a pas de place. C'était un choix pour comprendre comment ils vivent, leurs besoins, et pour essayer de les aider, puisque à la base, c'était le début d'une aventure. Ouais. Voilà. J'aurais pas passé 15 ans, là, c'était pas non plus. Vous avez passé un an. Il y a quelque chose d'assez fort, parce que vous êtes très vite accepté. Évidemment, vous vivez au cœur de ces familles. Vous racontez cette petite fille qui vous emmène à travers des bidonvilles qui sont somme toute assez dangereux. Vous dites j'ai peur des balles perdues, ça peut transparaître à travers. Ouais. Et en fait, elle vous guide partout, elle vous emmène. Elle a quoi? Elle a 5 ans et c'est elle qui vous protège. À peine, elle a 3 ans, elle s'appelle Cute. C'est sa maman qui me l'a amenée un jour parce qu'elle était malade et que je m'en suis occupée. Bon, elle est restée un peu plus longtemps que prévu avec moi, à savoir 8 ans en tout. Et cette petite fille qui était l'avant-dernière d'une famille de 12 était dans la rue et connaissait tout déjà avec une maturité impressionnante. Et c'est elle qui m'a appris comment vivaient les enfants, à parler le dialecte, parce qu'il y a 400 dialectes aux Philippines, donc j'ai appris avec elle. C'est très difficile de percer une société avec une culture aussi différente. Oui, la première chose à faire, c'est de parler leur dialecte pour pouvoir s'intégrer. Bon, ils parlent anglais, mais pas tous. Alors, vous allez rentrer, ça c'est votre première expérience, vous allez rentrer en France, là vous avez 21 ans, donc vous êtes quand même encore très jeune, et là vous allez véritablement décider de réorienter votre vie, vous voulez monter une association là-bas, là c'est le parcours du combattant qui commence, parce que vous avez rien. Vous êtes étudiante, vous êtes en droit, vous n'avez pas un sou en poche, tout l'argent de poche que vous avez financé la scolarisation de cette petite fille. Comment vous avez fait? D'abord, j'ai pas eu envie de créer un projet comme ça. C'est venu d'une demande des Philippins avec qui j'avais travaillé pendant un an. J'avais bien vu les besoins de tous ces enfants, mais le fait que ça vienne de ces assistantes sociales, de la police, des gens avec qui j'avais bossé, c'était très important. Et c'est vrai qu'à 21 ans, on n'a pas la prétention de pouvoir créer quelque chose. Alors, puisqu'il n'existe rien, j'ai essayé de trouver des fonds et de mobiliser des gens autour de moi. Et oui, il faut faire preuve de déterminisme et d'ambition et se former, parce que bon, en droit, on n'apprend pas ça. Alors, vous avez suivi une formation. Vous avez convaincu les Belges de vous donner de l'argent, vous avez convaincu des entreprises, vous avez monté cette association. Je vous propose tout de suite en fait une présentation en images de votre association qui porte un très joli nom, Caméléon. 100 000 enfants sont abusés et maltraités chaque année aux Philippines. Derrière le décor paradisiaque, un véritable fléau que l'association Caméléon a décidé de combattre. Depuis 1997, l'ONG accueille et soutient des filles âgées de 5 à 18 ans, brutalisées et abusées sexuellement. Parfois abandonnées de leur famille, elles sont accueillies dans le foyer de Caméléon, qui les accompagne dans leur démarche de réhabilitation. Un objectif, restaurer leur dignité pour mieux surmonter les traumatismes et se réintégrer dans la société. Okay lang sa akon nga wala man sa support sa akon na nang budlay gid nga wala sang mega atipan sa imo kag budlay nga wala mega palangga budlay nga way mega pa eskwela sa imo kag budlay nga wala mega kainchindi sa imo. Quand on vient ici à Caméléon, on voit beaucoup de sourires, beaucoup de joie, beaucoup d'énergie, d'envie de vivre, mais quand on creuse un peu, on voit des cicatrices sur leurs jambes, on voit des marques de cigarettes. Quand on lit les rapports des assistantes sociales, on lit plein d'horreurs. Et quand on les écoute, quand elles veulent bien parler, on entend vraiment des horreurs et des cicatrices intérieures. Des cicatrices que les assistantes sociales et les psychologues du foyer aident à refermer. Loin des violences, les filles peuvent enfin confier leur histoire et entamer une procédure contre leurs agresseurs. L'association est un havre de paix où se reconstruire, on y apprend à lire, à écrire et à renouer avec une vie d'enfant. Au début, il y a un temps d'adaptation, mais je crois qu'après, si on leur demande à toutes, elles se sentent vraiment chez elles parce qu'il y a une ambiance familiale. Entre elles, elles s'entendent bien comme des sœurs. En fait, c'est ce qui leur manque aussi, puisqu'elles sont détachées de leur famille, elles ont plus de frères et sœurs. Donc ici, on crée une ambiance familiale, un foyer de vie. Parrainées jusqu'à la fin de leurs études, ces jeunes filles sont ensuite réintégrées chaque fois que possible dans leur famille ou dans une famille d'accueil. Depuis 2007, 900 filles en ont bénéficié et 110 ont été réintégrées avec succès. C'est aussi tout un réseau d'associations qui a été mis en place par les autorités pour veiller à la bonne application des lois en matière de protection de l'enfance. C'est toujours émouvant. À chaque fois que je vois des images de votre association, vous arrivez à... Parce que vous l'avez dit, ces petites filles que vous accueillez vous arrivez
à les reconstruire? On y arrive, oui. Sur les 200 petites filles ou jeunes filles, maintenant, elles sont toutes réintégrées dans leur famille ou avec succès et elles sont toutes à l'école. Donc, on a fait le choix d'axer nos programmes sur la qualité et pas la quantité. On aurait pu en prendre beaucoup plus. Mais bon, on a des résultats. Vous avez fait appel à des psychiatres, des psychologues? Psychiatres, pédopsychiatres même, psychologues, oui. Il faut savoir que la plupart toutes sont abusées sexuellement, souvent des cas d'inceste, et presque toutes sont en procès. Et c'est une obligation pour elles d'être suivies par une pédopsychiatre. Et bien sûr, c'est très important pour qu'elles se reconstruisent. C'est important pour elles justement de poursuivre leur agresseur. Ça fait partie du process de... Vous citez Boris Cyrulnik qui parle beaucoup de résilience ou de reconstruction. Ça fait partie de ce processus? Bah oui, c'est des filles qui ont été doublement victimes. D'abord par la maltraitance et l'abus sexuel. Et puis aussi, elles ont été séparées de leur famille alors qu'à la base, elles n'avaient rien fait. Séparées pour être placées chez nous et pour entreprendre ces procès qui peuvent durer 3-5 ans, voire plus. Et le fait de les reconnaître victimes, donc, quand elles ont justice au bout de X années, c'est important pour qu'elles se reconstruisent, évidemment. Ouais. C'est dangereux de se lancer dans une telle croisade, Laurence. C'est vrai, quand on lit votre livre, il y a quelque chose qui est assez marquant, c'est le 2e chapitre du livre. Ça se passe en pleine nuit, vous êtes agressé par un tueur à gages. Finalement, vous finissez le chapitre en disant « Oui, mais mon Dieu, ce n'est qu'un de plus ». Mais oui, c'est dangereux. Je le savais en m'engageant auprès de ces enfants qui sont victimes de réseaux de pédophilie, de drogue et tout ça. Bon, on dérange, on met des gens en prison. C'est un manque à gagner pour ces familles ou ces personnes mal intentionnées. Et moi, à la tête de l'association en tant qu'étrangère, parce que j'ai une équipe de 20 salariés philippins, j'étais, on dira, plus vulnérable. Et c'est vrai que je me suis fait agresser plusieurs fois. Et parfois, ce sont des tueurs à gages qui sont payés pour vous liquider. Donc, il faut toujours faire attention, être vigilant et suivre bien les conseils de la police locale qui me protégeait en l'occurrence. Vous avez aussi, parce que ce qui est quand même assez remarquable, en fait, on voit que vous vous battez contre tout, vous battez contre la corruption, vous battez, la police est extrêmement corrompue aussi. Finalement, vous arrivez quand même, vous êtes victime de campagnes de diffamation. En fait, on vous lance un peu tout et finalement, vous arrivez quand même à vous imposer, auprès des autorités. Comment vous avez fait? La détermination, le sourire des filles qui a toujours été porteur pour moi. Elles baissent pas les bras, elles ont des procès qui sont très, très longs et douloureux. Elles sourient tout le temps, donc j'ai fait pareil. Mais c'est vrai que c'est parfois décourageant d'entendre des horreurs sur soi quand on essaye de bien faire. Mais je pense que tous les gens qui travaillent dans ce secteur-là sont victimes de telles et qui vous connaissent. Vous avez un beau projet aussi qui vous tient à cœur. Vous avez commencé à mettre en place un centre pour les enfants délinquants qui d'habitude sont enfermés avec des adultes. Pour la première fois, vous avez réussi à convaincre les autorités. Vous avez lancé un centre pilote aux Philippines. Oui, ça fait 5 ans maintenant. Donc c'est un centre fermé pour des enfants qui sont en prison, garçons et filles, qui étaient mélangés à des adultes avant. Oui, subissaient les pires traitements. Et là, vous avez lancé ce projet pilote. Il fonctionne bien et d'autres villes maintenant sont en train de faire la même chose. Et encore une fois, ça fonctionne grâce à la coopération avec les autorités locales. Caméléon a toujours travaillé avec les autorités locales et c'est vraiment très, très important. C'est la clé de l'importance. Qu'est-ce que vous conseillerez justement à une jeune femme qui a envie de monter une ONG? On pense au désastre de l'Arche de Zoé, c'est un peu tout à fait le contraire. Vous, cette association qui s'inscrit dans 15 ans en contact avec les autorités, qu'est-ce que vous conseillerez à une jeune femme qui a... D'être sûr de répondre à un besoin identifié localement, de ne pas faire ça seule, mais de travailler avec les locaux parce qu'eux savent très bien ce dont ils ont besoin. Et puis se professionnaliser, pas partir comme ça avec... un idéal ou des idées préconçues, mais être sûr de ne pas faire de mal et d'aider correctement. Et puis bon, s'il y a la détermination, la passion, on va au bout. Et pas de décevoir, désespoir ou pas de passer de faux espoirs Aussi, c'est très dangereux, surtout quand on travaille avec des enfants qui attendent beaucoup. Ouais. Vous avez pas eu beaucoup de vie privée pendant toutes ces années, en tout cas vous n'en parlez pas beaucoup dans votre livre. Non, c'est vrai que c'est un choix, je le savais en partant, même à 18-20 ans, que se retrouver au milieu des bidonvilles ou de la jungle, pas à Manille, puisque je suis à 1 heure d'avion et très très isolée, à savoir sans
rencontré d'expatriés sans parler français. Enfin bon, bref, on est au cœur du problème avec des Philippins. On s'oublie un petit peu tout en restant équilibré, parce que ça c'est important pour travailler bien. Et il n'y a pas beaucoup de vie personnelle. On travaille jour et nuit, le week-end et tout. Par contre, il faut savoir rentrer à temps, pas trop tard, en France pour se réinsérer et vivre une vie normale. Donc aujourd'hui, vous en êtes là. Quels sont les projets pour l'association? Aujourd'hui, vous rentrez entamer une seconde partie de vie. Quel projet pour Caméléon? Je suis revenue il y a 3 ans et ça c'est le plus gros succès de l'association, je dirais, à savoir que l'équipe locale est capable de gérer le projet. Et moi j'interviens, j'ai un autre rôle, plus de directrice, mais maintenant pour conseiller, pour chercher des financements, des parrains, enfin bon, pour les aider sur place. Je retourne 3 fois par an, un mois par an, et j'essaye de mobiliser le plus grand nombre ici en France. Et des financements évidemment. Alors, si vous voulez aider l'association Caméléon et surtout lire un livre remarquable, je vous rappelle le titre du livre de Laurence Ligier, Princesse des rues, 15 ans au secours de l'enfance des Philippines. C'est un livre qui est assez exemplaire et qui se lit vraiment comme un roman, et c'est une belle œuvre de vie. Merci beaucoup d'être venue avec nous sur le plateau, Laurence. Merci de nous avoir suivis. Nous, on se retrouve la semaine prochaine.